Alexandre, bonjour. Bonjour Sam. Merci de nous rejoindre pour cette 3e semaine. Merci de votre accueil. Merci à vous d'être venus. On est au Martinez, à Cannes. Il pleut toujours dehors. Ça fait quelques semaines qu'on a cette pluie qui nous suit. Mais bon, là, on est bien, là. On est à l'aise. On a des belles fleurs, on a une bonne ambiance. On est très bien. Cette semaine, je vous propose de parler des litiges en pointel. Cette nouvelle extension qui est apparue il y a quelques mois à peine, avec un modèle économique assez original. C'est particulier. Puisqu'il s'agissait de finalement créer un petit peu par le nom de domaine un annuaire mondial à la disposition de tout un chacun. En plus, un peu révolutionnaire quand même, parce que très intéressant. Il n'y a pas de site internet, le nom de domaine il fonctionne à lui tout seul, donc c'est intéressant. Oui, très intéressant, aussi bien adapté pour les entreprises de toute taille que pour des personnes physiques, donc c'est un petit peu cette V-card web très intéressante. Et évidemment, c'est un nom de domaine, donc c'est un actif, donc il est prisé. Et on pouvait s'attendre à ce que tôt ou tard, on retrouve des litiges concernant ce type de nom de domaine, soit devant les prétoires, soit devant les instances d'arbitrage. C'est ce qui n'a pas tardé d'arriver. On a quelques affaires qui sont maintenant rendues. Alors, les observateurs, lorsque les premières affaires ont été engagées, s'attendaient à une véritable difficulté pour les experts dans l'analyse de la mauvaise foi, et notamment dans l'utilisation de mauvaise foi, en raison justement de cet usage très particulier qui est fait des pointels. Oui, parce que le contenu, au final, il ne peut que rentrer dans un cadre bien défini, donc difficile de faire différemment. Tout à fait. Quoique maintenant, il y a depuis quelques mois, on a des publicités. On a la possibilité de mettre du sponsoring. De mettre du sponsoring, donc effectivement, ça peut avoir un peu des connotations si on met des liens de concurrents éventuellement sur une marque, etc. Ça peut toujours être un peu mal interprété. Tout à fait. Et donc, on a quelques décisions qui ont été rendues. Et il est intéressant de voir comment ces litiges en pointel ont été appréhendés et si les solutions qui ont été prises par les experts sont différentes des solutions classiques en matière du DRP. Alors, on va mettre l'accent sur peut-être une ou deux affaires. La première, tout simplement parce qu'elle a un petit peu inauguré ce contentieux, c'est l'affaire Osram Pointel. Donc Osram qui est un des leaders mondiaux de l'éclairage, qui appartient au groupe Siemens, une société qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc très très importante société allemande, avec des unités de production dans le monde entier. Cette société s'est fait voler son Osram Pointel et elle a décidé d'engager une procédure d'arbitrage devant le centre d'arbitrage de l'OMPI. Alors face à elle, elle avait un déposant russe qui a utilisé tous les moyens possibles pour faire obstacle à cette procédure. La langue de procédure qui était le russe dans le contrat d'enregistrement, etc. Des manœuvres assez convenues, connues, qu'on peut contrarier. Évidemment, l'intérêt de l'affaire, c'est de regarder cette mauvaise foi. Alors comment était utilisé le nom de domaine? Au moment de l'engagement de la plainte, le nom renvoyé vers une page de parking. Donc il y avait déjà cette possibilité d'avoir un contenu susceptible d'enrichir le titulaire. Donc il y avait quand même un détournement de la marque. Évidemment, sur la notoriété de la marque, il n'y avait pas de souci. Sur sa protection, évidemment non plus, y compris en Fédération de Russie. Et donc l'expert, sur la mauvaise foi, observe que le nom, tout d'abord, était utilisé pour du parking, puis a été désactivé, et suit un raisonnement qui est tout à fait dans la lignée du raisonnement des experts en matière de mauvaise foi, à savoir tout simplement un enregistrement de mauvaise foi, une présomption d'enregistrement de mauvaise foi, tout simplement parce que la marque est notoire et ça permet au titulaire d'avancer cette présomption qui n'est pas du tout remise en question par le défendeur. Et ce défendeur a essayé aussi au niveau de l'intérêt légitime d'invoquer tout simplement la bonne foi en prévoyant d'activer un site internet pour faire de la publicité pour Osram de manière gratuite. Et cet argument a été également balayé par l'expert puisque
il n'y avait aucune autorisation de détenir la marque. Et dans la mauvaise foi de l'usage, on applique finalement une théorie de la détention passive qu'on connaît très bien, notamment depuis l'affaire Telstra, et qui est appliquée très régulièrement par les commissions administratives. Un petit rappel de l'affaire pour qu'on puisse savoir. Telstra, c'était tout simplement la première affaire en 2000. C'était la quatrième affaire UDRP de l'histoire. L'opérateur de télécommunications Telstra en Australie qui avait poursuivi l'enregistrement frauduleux de telstra.org et ce nom de domaine n'était pas utilisé par son déposant. Or, la charte UDRP exige la preuve de la mauvaise foi au niveau de l'enregistrement et de l'usage. Et s'en était suivi une démonstration sur la possibilité de détenir passivement et d'utiliser de mauvaise foi un nom de domaine qui en fait ne l'est pas. Donc c'est un faisceau d'indices qui permet à l'expert de prendre cette décision. Et en l'espèce, eh bien, le transfert a été prononcé pour Osram Pointel et pour le moment la jurisprudence qui s'ensuit est dans la lignée. On a quelques demi-douzaine ou une dizaine d'affaires pendantes. Il y a eu une décision Heineken, une décision Novozymes qui sont dans la lignée avec des particularités dans chaque espèce, mais la jurisprudence n'est pas modifiée. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement l'apparition d'une nouvelle extension qui adhère à l'UDRP, on va appliquer la jurisprudence qui est bien établie, on va reprendre les mêmes principes et la spécificité d'une extension comme le Pointel en l'espèce n'est pas de nature à finalement changer fondamentalement cette approche de la procédure UDRP. Donc les indices peuvent être trouvés ailleurs que dans le contenu d'un site. Tout à fait. Voilà. Toutes les circonstances autour, bien sûr. Alors, une question très simple, comment se fait-il que Osram ait été si mal protégé? C'est-à-dire, est-ce que... moi, je parle de ma vision de registraire. Les domaines qui ont été soumis à l'enregistrement, ils ont été soumis, ils ont été enregistrés pendant les périodes où ils devaient l'être, parce qu'il y avait une marque derrière, parce qu'il y avait un élément, etc. Comment ils ont fait pour pouvoir rater leur nom à l'ouverture? Parce que toutes ces procédures sont mises en place par un nouveau registre, une nouvelle extension qui arrive, pour permettre justement à des gens à des sociétés qui ont des marques, de pouvoir les bloquer avant les autres, et de ne pas les voir passer surtout un peu loin vers la Russie, où il y a toujours malheureusement encore des difficultés à faire appliquer certaines règles de droit. Je dirais que c'est une décision stratégique. Je pense que les gens qui ont décidé de la gestion du portefeuille de nom de domaine n'ont pas été sensibilisés au modèle économique du Pointel. Parce que finalement, ça coûte plus cher après. Ça coûte plus cher après. C'est toujours plus difficile, il faut toujours aller chercher, etc. Donc il y a une certaine prévention. Et en même temps, on aura l'occasion d'y revenir avec les nouveaux GTLD dont on parlera dans quelques semaines. Il y a beaucoup de réticence à l'ouverture de nouveaux TLD sans cesse. Donc c'est vrai que ça pose un problème de stratégie pour les titulaires de marque. Très bien, parfait. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt.